Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Je suis de retour à la boutique, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, je suis relativement reposé, même si sur 3 semaines de vacances, eh bien il y a eu plus ou moins 10 jours de festival à Parthenay et ça ce n'est pas de tout repos. Festival de Parthenay qui était super comme d'habitude. J'ai croisé plein de gens, salut à tous, et notamment j'ai croisé Cosmo Ludo qui m'a offert cette magnifique boucle d'oreille que je mets dans la vidéo pour vous faire honneur. Cosmo Ludo qui est un éditeur spécialisé dans les jeux abstraits et qui va bientôt sortir le jeu Oxono auquel j'ai pu jouer et je dois dire que j'ai vraiment apprécié. Alors cette semaine on reprend tout en douceur, ça va être une toute petite vidéo puisque peu de sorties et des petits jeux a priori, c'est normal puisque nous sommes au mois d'août, c'est un mois plutôt tranquille en termes de sorties ludiques. C'est parti. Je vais vous présenter Gap, un petit jeu de cartes en petit format et avec des règles très accessibles, comme on aime en voir sur la période estivale. Gap, c'est un jeu pour 2 à 6 personnes à partir de 7 ans pour des parties de plus ou moins une demi-heure, et vous allez voir que c'est très variable. Un jeu de Frank Nowak et Rico Besteher, et c'est un jeu illustré par Ronnie Libor et distribué par Yellow. Je vous l'ai dit donc, un jeu de cartes, des cartes de valeurs et de couleurs différentes. Pour chaque couleur, il va y avoir des cartes uniques, numérotées de 0 à 9. On va devoir faire des points. Pour gagner une partie, vous devez atteindre un certain montant de points que vous aurez fixé avant de jouer. Donc ça dépend finalement de la longueur de temps de partie que vous souhaitez. Vous pouvez choisir de jouer en 15 points par exemple pour une toute petite partie ou en 200 points si vous voulez jouer absolument tout l'après-midi. On va donc jouer plusieurs manches jusqu'à ce que l'un des joueurs atteigne son nombre de points. À chaque manche, que va-t-on faire? Eh bien c'est très simple. Dans un premier temps, on va créer un marché de cartes. Il va y avoir une pioche à côté bien sûr et vous allez recevoir une main de cartes. Main que je vous montre parce que ces cartes sont magnifiques, elles sont toutes foil, brillantes. On va jouer chacun notre tour. À mon tour, je vais jouer une carte, aussi simple que ça. Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit eh bien, je joue une carte, comme par exemple ici le 3, et il se trouve qu'il y a déjà des 3 dans le marché. Eh bien c'est magnifique parce que je vais récupérer toutes ces cartes. On joue les valeurs pour récupérer des cartes, mais ces cartes que vous allez récupérer, elles vont venir se classer par couleur devant vous. On va donc faire des collections de couleurs. Hop, hop, hop. Ça, c'est le premier cas de figure. C'est le mieux que vous puissiez faire finalement parce que ça peut vous faire récupérer plein de cartes, mais attention, vous allez voir qu'on récupère quand même des cartes d'une certaine manière. Le scoring va être très important. Autre cas de figure. Eh bien, je peux décider de jouer une carte qui va avoir des valeurs connexes à cette valeur. Par exemple, ici, j'ai joué un 2. Dans mon marché, il y a un 1 et un 3. En vérité, il y a plusieurs 3. Je vais pouvoir récupérer une valeur connexe inférieure ou supérieure. Donc si j'ai joué un 2, j'ai le droit de récupérer une carte inférieure, le 1, une carte supérieure, admettons le 3 jaune, et je les rajoute dans ma collection. Dernier cas de figure, je vais jouer une carte qui n'a absolument rien à voir. Par exemple ici je joue un 8, il n'y a pas de 8 dans le marché, il n'y a pas de 7, il n'y a pas de 9, il n'y a donc pas de valeur connexe, et bien tant pis, la carte s'ajoute au marché, et ainsi de suite. Une fois que tout le monde a joué toute sa main, puisqu'on ne va pas repiocher au cours d'une même manche, on va regarder son score final. Votre score final va fonctionner comme suit. Vous allez regarder le nombre de cartes dans chacune de vos collections. Vous allez regarder vos collections avec la plus haute valeur. Moi, par exemple, ici, j'ai 3 en rouge. Ça fait donc 3 points. Pour l'instant, j'ai 3 points. Mais on va déduire vos plus petites collections. J'ai 2 collections de 1 qui vont donc s'additionner finalement. Et finalement, je me retrouve à 3 moins 2, je me retrouve avec un seul point de victoire. Oui, c'est un jeu dans lequel on peut faire un score négatif lors de certaines manches. Mais attention, vos scores positifs vont aussi pouvoir se cumuler. Ce qui signifie que si j'avais eu 3 cartes jaunes et 3 cartes rouges, j'aurais eu un score positif de 6. Reste à déduire des valeurs, vous avez compris comment ça fonctionne. C'est vraiment tout simple, je joue une carte pour la valeur, je récupère une carte ou plusieurs pour la couleur, et on va essayer de s'en sortir au mieux avec tout ça. Quart de singe et l'adaptation du grand jeu classique du même nom, le quart de singe, adaptation donc d'un jeu plutôt traditionnel, je dirais de tradition orale. C'est une adaptation par Thibault Lorcy et Louis Roudot, illustré par Amandine Barrage. C'est un jeu dans lequel on va jouer des cartes de lettres. Il va falloir dans votre tête trouver un mot qui comprend toutes les cartes de lettres qui ont été jouées jusqu'ici. Je suis le premier joueur, je joue une carte de lettres, admettons la lettre V, peu importe, et je vais trouver un mot qui comprend la lettre V, admettons vautour, mais de toute façon je ne le dis pas vote, je le garde dans ma tête. La deuxième personne va jouer une deuxième carte de lettres, va devoir penser à un mot qui comprend les 2 cartes de lettres posées jusqu'ici, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait de plus en plus, voire trop de cartes lettres sur la table, et que vous pensiez que la personne
qui vient de jouer une carte lettre ne peut pas avoir un mot dans sa tête qui comprend toutes les lettres. Et bien vous pouvez lui dire tu bluffes. Et là donc deux cas de figure, bien soit la personne ne bluffe pas, vous l'avez accusée à tort, elle va vous dire son mot du tac au tac sans se tromper, et là cette personne gagne un quart de singe. Au bout de 4 quarts de singe, vous gagnez la partie. Ou alors, eh bien, vous l'avez accusé à raison, la personne n'arrive pas à trouver un mot, ou met un certain temps à trouver, donc elle n'avait pas ce mot en tête, et c'est vous qui allez gagner le quart de singe. Ça c'est le jeu de base. À la base on peut le faire eh bien, sans cartes, mais l'ajout des cartes est quand même très malin, notamment puisqu'il va rajouter des cartes de pouvoir, des petits jokers qui vont remplacer des cartes, ou des cartes qui vous permettent lorsque vous la jouez de remplacer une carte qui a déjà été posée par une autre de votre main, et ainsi de suite, pour permettre au plus grand nombre de découvrir le jeu du quart de singe. Quiz de poche, l'ultime aventure, un jeu de Joël Gagnon par Randolph. C'est un jeu de quiz certes, mais c'est avant tout un jeu de quiz coopératif dans lequel nous allons donc vivre une aventure puisque nous allons traverser cette carte de bas en haut et nous allons donc traverser étape par étape. À chaque étape, nous allons avoir une série de quiz de plus en plus difficiles et tous ensemble, il faudra arriver à traverser cette carte. Alors, on le fera pas en une fois, quoique vous pouvez, mais vraiment le plaisir de jeu, ça va être de faire des petites sessions de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, et s'arrêter d'étape en étape, notamment, pourquoi pas, eh bien, lorsqu'on part en vacances, puisque c'est un jeu qui a été étudié pour pouvoir être joué en toutes circonstances, y compris en conduisant. Ça, c'est très malin. Les joueurs vont se répartir plusieurs rôles, notamment il y aura le rôle indispensable de cartographe. Cette personne va avoir la carte sous les yeux et va vous décrire la prochaine étape. Par exemple, l'étape numéro 1, on va vous dire combien est-ce qu'il y a de questions, c'est ici 3 questions, et de quelle couleur et de quel niveau, ce sont 3 questions orange, donc ça est la thématique héros, il y a 4 thématiques, et de niveau 1. Évidemment, plus vous allez progresser sur la carte, plus les thématiques vont se spécialiser ou au contraire se mélanger, et plus la difficulté va augmenter. Il y a donc le rôle de lecteur, et bien cette personne va se saisir du paquet de cartes, va prendre autant de cartes que l'étape, ici il y en a 3, mais on va en rajouter toujours 3 de plus. Ça vous permet de faire des échecs et donc de compter votre point puisque vous allez avoir une notation en petite étoile et va lire la question. Donc ici, orange numéro 1, en l'honneur de qui l'époque victorienne est-elle nommée? Il y a également un rôle, c'est le porte-parole, oui, parce qu'on peut jouer à très nombreux, et comme souvent dans les jeux où on va jouer à très nombreux, on va se donner son avis, on va échanger, on va pas être d'accord, etc. Et il y a un moment où il faut bien donner une réponse, et bien le porte-parole, c'est la personne qui va donner la réponse du groupe. À vous de voir si vous êtes tous d'accord ou si vous faites un vote démocratique. Il faudra trouver la bonne réponse. Si vous ne trouvez pas la bonne réponse, eh bien on va passer la carte et on va tirer une autre carte de notre petite sélection, et on va essayer d'aller le plus loin possible dans les étapes. A noter qu'il y a également des défis optionnels sur cette carte, qu'évidemment vous aurez envie de réaliser. Il y a 2 types de défis optionnels. Il va y avoir les défis IRL, les défis à faire dans la vraie vie, qui sont toujours liés au fait de répondre à des questions de quiz, mais également des défis de mort subite. Ce sont des étapes sur le plateau où vous allez devoir répondre au plus de questions possibles à la suite sans vous tromper. Et nous continuons ces petits jeux de cartes tout simples, faciles à prendre en main pour l'été, avec Romy Rami, un jeu de Antoine Lefebvre, et toujours c'est Randolph. C'est une variation autour du Rami, c'est un jeu de cartes dans lequel vous allez essayer de faire des points. Nous allons avoir des cartes en main, nous allons avoir un marché de cartes valeurs ici, et nous allons avoir ici des cartes d'objectifs. Et bien vous allez essayer de compléter ces objectifs. Donc vous commencez avec quelques cartes en main, et puis quand c'est votre tour, il va y avoir une première chose qui est obligatoire, c'est de récupérer des cartes dans le marché ici. Donc elles ont des valeurs différentes, et elles ont des couleurs différentes, facilement identifiables grâce aux petites icônes de diamant ou de cœur ou autre. Par exemple, ici, quand c'est mon tour, je décide de récupérer les 4 du marché. Donc la caractéristique commune, c'est que c'est la valeur 4. Il y a 3, 4, je prends les 3 cartes. On va bien sûr remettre des cartes à chaque fois pour qu'il y en ait 6. Et ce que je vais pouvoir faire également à mon tour, mais ça c'est optionnel, c'est essayer de compléter un objectif. Il y a 4 objectifs ici. J'en remplis un si j'ai bien préparé mon travail d'explication du jeu. Nous avons cet objectif ici qui vous dit qu'il faut avoir 3 cartes pareilles et 3 cartes qui se suivent. Vous aurez un bonus ici si vous avez des petits cœurs. Eh bien, on va regarder ma main.
j'ai 3 cartes pareilles, et bien ce sont les 4 que je viens de récupérer. Dans ma main, j'avais 1, 2, 3, c'est magnifique, j'avais très bien préparé mon jeu. Je vais donc pouvoir prendre cet objectif qui en lui-même me rapporte des points, mais il me donne un bonus sur les cartes cœur. Ça signifie donc que les cartes cœur qui ont été utilisées pour réaliser cet objectif vont être mises de côté, elles vont me faire des points bruts, les autres étant défaussés. On va remettre des objectifs et ainsi de suite, sachant qu'en plus, en début de partie, nous avons tiré d'autres petits objectifs de fin de partie qui vous feront marquer des points selon certains critères. Romirami, c'est à nouveau un jeu extrêmement simple, comme vous avez pu le voir. C'est un jeu qui parlera à tout le monde, évidemment à tous les âges, et c'est à nouveau exactement le genre de petit jeu qu'on aime bien vous proposer sur l'été. Et nous terminons cette vidéo avec Captain Pepe Trésor en vue Legacy, un jeu ABBA à partir de 6 ans. C'est un jeu de Christos Giannakoulas et Manolis Zachariadis. C'est un jeu donc, tel que son titre l'indique, Legacy, c'est donc un jeu évolutif et narratif, avec un petit livret qui vous raconte une histoire, mais il y a aussi une version audio, ce que je trouve génialissime. C'est un jeu de déplacement, c'est une sorte de puzzle game, un jeu d'agencement, dans lequel nous incarnons les différents membres de l'équipage de Pépé le perroquet, qui est le capitaine, évidemment. Et nous allons donc devoir placer nos personnages afin qu'ils soient en face de la rame de leur couleur correspondante. On va avoir une position de départ à chaque début de manche et il faudra atteindre donc une position d'arrivée qui est celle des rames évidemment. Et on va devoir essayer d'enchaîner le plus de cartes de position dans le temps d'un sablier qui se trouve être le mât du bateau. Un matériel toujours top de top comme on est habitué à en avoir chez ABBA. À la fin du sablier, on va regarder le nombre de positions que vous avez réussi à valider et ça vous fera gagner des petits pouces en l'air comme ceci. Et plus vous validerez de pouces en l'air et plus vous aurez le droit et l'opportunité d'ouvrir des coffres qui vont offrir de plus en plus d'éléments de jeu, notamment une carte sur laquelle vous allez vous déplacer, carte qui elle-même va être amenée à recevoir des stickers pour la faire évoluer et tout un tas de choses à trouver dans les 8 coffres à trésors. C'est Capitaine Pépé, Trésor en vue, Legacy. Bienvenue dans ce focus sur The Art Project, un jeu de Florian Siriex et Benoît Turpin, illustré par Vincent Dutré, et c'est un jeu Lumberjacks Studio. C'est un jeu coopératif pour 1 à 6 personnes, dans lequel nous allons jouer des experts qui sillonnent le monde pour récupérer des œuvres d'art et les sauver des griffes de la main blanche, une organisation criminelle. C'est un jeu dans lequel on va choisir différents plateaux. Je vous en parle un petit peu plus tard. Le plateau de base étant celui du Japon, et c'est celui sur lequel je vais vous expliquer comment est-ce qu'on joue. Sur ce plateau, il va y avoir différentes villes qui sont reliées entre elles par des chemins. Nous allons donc, avec nos personnages respectifs, nous déplacer de ville en ville, essayer de récupérer des œuvres d'art. Ces œuvres d'art, donc je vous l'ai dit, elles sont sous forme de petits cubes comme ceci. Il faudra en récupérer 7 pour gagner ce plateau-là. Si vous arrivez à récupérer les 7 œuvres d'art, bravo, vous avez gagné la partie. Par contre, il y a plusieurs moyens de perdre la partie, notamment si vous passez un certain cap dans la pioche et que à la fin de la manche en cours, vous n'avez pas gagné, eh bien c'est perdu. Il y a également le moyen de perdre qui est de perdre des villes, oui, car la main blanche va s'emparer de plus en plus de villes durant votre partie. Je vous souhaite que non, mais croyez-moi que malheureusement ça va arriver. Et au-delà d'un certain nombre de villes perdues, eh bien vous perdez la partie. Les villes perdues en plus vont vous bloquer durant la partie, donc ça va vraiment pas vous faciliter la vie. Et vous avez également des petits cœurs sur votre personnage dans le mode le mode classique de jeu. Et nous avons 3 petits cœurs. Et vous allez pouvoir en rajouter ou en enlever si jamais le mode de difficulté ne vous plaît pas. Ces petits cœurs, et vous les perdez notamment quand vous perdez des combats, mais vous allez pouvoir aussi les dépenser, ça peut être un choix, puisque ce sont des jokers. Et donc vous commencez à voir qu'il y a tout un tas de petits dilemmes. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien c'est très simple, ça se joue en plusieurs étapes. Première étape, chaque joueur va piocher 2 cartes, va se défausser d'une carte et jouer l'autre. On peut faire ça dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre de tour de joueur. Vous allez donc devoir vous mettre d'accord, il va falloir communiquer, il va falloir vous organiser. Ça, c'est vraiment le cœur du jeu. Admettons donc que je décide de jouer ma carte, eh bien, hop, on va la lire du haut vers le bas. Il y a toujours 3 étapes. Ce que l'on perd, la progression de la main blanche, les criminels, et ce que l'on gagne.
Donc on va lire cette carte par exemple, et bien ici nous perdons un Talkie-Walkie. Il y a 3 ressources qui sont sur notre petit van ici sur le côté, le matériel est trop top. On a des jerrycans d'essence, on va avoir des armes et on va avoir des Talkie-Walkie. Bon ben là dans le cas présent je perdrai un Talkie-Walkie. Ici, ça nous dit que ça va rajouter une présence de la main blanche sur la ville avec le symbole de crâne. Chaque ville étant liée à un symbole de crâne, eh bien je vais récupérer un jeton de la main blanche que je vais rajouter sur cette ville-là. Attention, si à la fin d'une manche, il y a 5 jetons de la main blanche sur une ville, cette ville est perdue. Ça signifie donc qu'on met un jeton comme ceci pour la bloquer, on ne pourra plus la traverser et en plus, eh bien, cela risque de faire drastiquement augmenter le niveau de difficulté du jeu puisque ça va rendre la main blanche encore plus forte et vous l'avez vu juste avant, si il y a trop de villes qui sont perdues, on perd la partie. Et la troisième étape, ici, ça va être de gagner quelque chose. Dans le cas présent, nous allons donc gagner un jerrycan et un pistolet. Hop, tout le monde va donc jouer une carte. Ces cartes, on voit également qu'elles ont un symbole. On les voit, ils sont au dos, donc ça signifie que les autres joueurs vont voir ces symboles. Ils vont être utiles, déjà parce que c'est la seule information que j'ai le droit de partager avec mes coéquipiers. Parce que oui, on va discuter, on va s'organiser, mais je n'ai pas le droit de dire précisément ce que fait ma carte. On va donc plutôt essayer d'envoyer des messages, dire ce serait bien si personne jouait quelque chose qui utilise des Talkie-Walkie, ou alors bon mais moi il faudrait vraiment que je joue cette carte en premier. Pourquoi par exemple ça serait problématique dans le cas présent si jamais nous devions jouer cette carte et que nous n'aurions plus de Talkie-Walkie, eh bien ça doit consommer un Talkie-Walkie, à la place ça va consommer un cœur puisqu'on ne peut pas payer la ressource et donc dans ce cas là eh bien on va devoir utiliser un cœur, le cœur de la personne qui va faire l'action. Plus de cœur, défaite. Je reviens à ces petits symboles, ils vont être très utiles puisqu'on va essayer de s'organiser ensemble pour obtenir les mêmes symboles. Les cartes que vous jouez, en fait, elles vont rester sur une pile. Les symboles vont donc s'accumuler et dès que vous avez 3 fois le même symbole, immédiatement vous allez défausser les cartes qui comprennent ce symbole. Ici nous avons donc la petite Mona Lisa et vous allez rajouter une œuvre d'art sur la ville du symbole. Donc ici, si nous avions bien joué, que nous avons cumulé des cartes avec le symbole Mona Lisa, nous allons faire apparaître une œuvre d'art dans la ville avec le symbole Mona Lisa. Cette œuvre d'art, il va falloir aller la récupérer. Ça, c'est le moyen de faire apparaître des œuvres d'art et donc d'aller les récupérer par la suite. Et bien ça tombe bien parce qu'une fois que tout le monde a joué sa carte, on va passer à la deuxième étape de jeu qui est se déplacer. Et là entrent en jeu les petits jerrycans. Il y a 3 ressources, vous allez voir qu'elles sont utiles dans 3 cas assez différents. On utilise un jerrycan pour faire un déplacement avec notre pion vers un autre lieu, donc qui est relié au lieu actuel. Ça coûte donc relativement cher, notamment quand on est nombreux forcément, ou quand on veut aller à plusieurs au même endroit. Moi je vous conseille de plutôt ratisser des zones, ceci dit, quand la main blanche va se masser dans une ville, ça peut valoir le coup d'y aller à plusieurs. Alors quand je déplace mon personnage, s'il arrive dans une ville où il n'y a pas la main blanche, bon là c'est pas le cas, je triche, mais il n'y a pas la main blanche, je vais récupérer une œuvre d'art. Et c'est comme ça qu'on progresse vers la victoire. Ça va aussi faire modifier quelques paramètres de jeu, mais je reviens dessus juste après. Si j'arrive dans une ville où il y a la main blanche, ça va déclencher un combat. Alors pas de suite, on fait tous les déplacements, puis on va passer à la phase de combat. La phase de combat, eh bien, à chaque fois qu'un joueur va être dans une zone où il y a la main blanche, ça va pouvoir déclencher un combat. Si je suis seul, eh bien, je vais jeter mon dé. Si nous sommes plusieurs, nous allons chacun jeter notre dé. À chaque fois, on va choisir un leader parmi nous. Le leader, c'est la personne qui choisit de perdre un cœur si jamais on n'arrive pas à faire la valeur requise avec notre dé. Ce sont des dés classiques qui vont de 1 à 6 et il va falloir donc atteindre la valeur du lieu où vous êtes. Ici, par exemple, je suis dans un lieu où il y a 2 mains blanches, donc une force de 2, auquel vient s'ajouter la valeur de danger qui est sur cette piste ici. Au début, elle est de 6, mais elle va augmenter, donc 6 plus 2, 8. Il faut que je fasse au moins 8. Vous comprenez qu'actuellement, avec mon dé à 6 faces, eh bien, ça ne va pas être facile. Heureusement, on va pouvoir utiliser des armes. C'est comme ça donc qu'on utilise cette fameuse ressource qui rajoute plus 2 à votre dé. Heureusement, on va pouvoir utiliser des Talkie-Walkie. C'est comme ça donc qu'on utilise la troisième et dernière ressource. En utilisant des Talkie-Walkie, vous allez pouvoir recruter des alliés sous forme de dés supplémentaires qui sont débloqués sur le plateau une bonne fois pour toutes. À chaque fois que vous allez jeter les dés, vous allez pouvoir utiliser les alliés qui vont s'ajouter à vos dés. Donc vous savez donc comment est-ce qu'on résout les combats et comment est-ce qu'on utilise les différentes ressources. Si jamais, bien sûr, vous arrivez à atteindre la valeur, eh bien, vous allez donc défausser tous les jetons de la main blanche de la zone sur laquelle vous avez fait le combat. Et s'il y avait une œuvre d'art, vous la récupérez. Deuxième moyen de récupérer une œuvre d'art. Quand vous récupérez une œuvre d'art, je vous ai dit, ça va affecter
quelques paramètres, et bien notamment il y a le niveau de danger qui augmente, donc désormais il est de 8, et puis si on arrive à récupérer une autre œuvre d'art, il est de 10, etc. Ça va impacter un deuxième petit curseur, et bien c'est le coût des alliés. En début de partie, les alliés coûtent 6 Tokiwoki, ce qui est énorme puisque dans le jeu il y a 6 Tokiwoki, et bien lorsque vous allez récupérer une œuvre d'art par exemple, ils vont faire passer leur coût à 5, donc vous allez pouvoir les recruter beaucoup plus facilement, mais bien sûr ce qui vous est conseillé de faire, vous vous en doutez, c'est de les récupérer le plus tôt possible dans le jeu, puisque quand vous les recrutez, ils vont vous servir tout du long. Je vous ai expliqué quasiment toutes les règles, vous avez vu c'est un jeu qui est quand même relativement accessible en termes de règles, je ne suis pas exhaustif dans les règles, mais je pense que vous avez vraiment la majorité des règles. Ceci dit, c'est un jeu qui vous propose différents plateaux, différentes zones du monde à sillonner avec vos experts. Il y a donc 3 plateaux double face pour un total de 6 plateaux jouables, et chacun des plateaux va vous proposer des règles différentes. Donc avec toutes ces règles différentes à jouer, avec le nombre de joueurs variable de 1 à 6, avec la difficulté variable. C'est un jeu qui propose quand même une énorme modularité, et c'est ce qui fait qu'il m'a plu, en plus de l'énorme challenge qu'il représente en mode classique. Mais vous pouvez toujours tricher, entre guillemets, c'est pas de la triche, en vous mettant plein de cœur pour avoir plein de points de vie et pour arriver à faire cette mission une bonne fois pour toutes, ou au contraire, vous pouvez décider de faire la mission avec un seul cœur. Bon courage, ça va pas être facile. C'était donc un focus sur The Art Project, ça sortira en fin d'année aux alentours du mois d'octobre si je ne vous dis pas de bêtises, et en attendant je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.